La reconnaissance des acquis et des compétences est, depuis de nombreuses années déjà, un des moteurs d'intervention d'Action Travail des femmes, donc communément appelé ATF, notamment lorsqu'il s'agit de mettre en lumière les obstacles systémiques vécus par les femmes immigrantes universitaires. En effet, depuis plusieurs années déjà, les travaux d'ATF qui ont été élaborés démontrent des constats clairs, évidemment, qui font partie de la position d'Action Travail des femmes, à savoir que les universités favorisent plutôt plusieurs pratiques de rediplomation, donc ont tendance à vraiment mettre en avant un recommencement du parcours universitaire au lieu d'une reconnaissance des acquis qui mènent directement sur le marché du travail. Et ces pratiques constituent des obstacles systémiques pour les personnes immigrantes et en particulier pour les femmes immigrantes. Pour trois raisons principalement, à savoir le manque de structure, des outils d'évaluation et les pratiques informelles utilisées par les universités, l'opacité ou du moins le flou qu'on constate dans les procédures, et finalement l'absence de contestation une fois que des décisions sont prises qui défavoriseraient peut-être des personnes immigrantes en parcours de reconnaissance des acquis. Pour en parler, je suis aujourd'hui avec M. André Gariépy, commissaire à l'admission aux professions, et avec M. Daniel Ducharme, chercheur à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui tous les deux nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation pour pouvoir en discuter, notamment par rapport à leur expertise et à leurs travaux, et pour pouvoir, pourquoi pas, en débattre. Alors, M. Gariépy, bonjour. Bonjour. Oui, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, de façon plus détaillée, peut-être en 30 secondes, à l'auditoire, en fait? Qu'est-ce qu'on devrait retenir de vous et de votre parcours? Au cours des 10 dernières années, j'ai été le premier titulaire du poste de commissaire à l'admission aux professions, qui est une fonction, un recours pour les personnes immigrantes se destinant aux professions réglementées en vertu du Code des professions. Et à titre professionnel, bien, j'ai une formation en droit et en économie. Je suis avocat. Je suis aussi administrateur agréé. Et j'ai, pour ainsi dire, quelques décennies maintenant d'expérience de près ou de loin dans le système professionnel sur les questions de reconnaissance, de mobilité, d'admission des professionnels formés à l'étranger. Très bien. On a un acteur tout à fait pertinent aujourd'hui pour la conversation. Merci beaucoup, Monsieur Gariépy. Alors, comme je vous disais au début de l'entrevue, nous sommes également aujourd'hui, ce matin, avec Monsieur Daniel Ducharme, donc chercheur à la Commission des droits de la personne. Au-delà d'être chercheur, qui est Monsieur Ducharme? Alors, oui, Daniel Ducharme, je suis chercheur à la Commission des droits de la personne depuis une quinzaine d'années environ. Mes champs d'expertise sont les suivants. En fait, je m'intéresse à la sociologie du droit, plus particulièrement au contexte social dans lequel s'exercent les droits et libertés de la personne, notamment dans le champ de la santé, de l'éducation, mais aussi dans l'accès aux professions. Donc, c'est mes principaux champs d'expertise, je vous dirais. Donc, voilà. Parfait. Merci beaucoup. Ma première question s'adresse d'emblée à Monsieur Ducharme. La Commission des droits de la personne a publié en 2010. Elle a publié donc la Commission une enquête sur la discrimination et les médecins formés à l'étranger. Pouvez-vous nous préciser votre contribution à cette enquête et nous en dire un peu plus sur celle-ci? Peut-être que je peux, dans un premier temps, d'abord vous dire mon rôle dans le cadre de cette enquête-là. À titre de chercheur, j'ai appuyé une équipe d'enquêteurs qui a procédé à cette enquête, qui est une enquête systémique qui a été initiée en fait, qui a été réalisée de la propre initiative de la Commission des droits de la personne. C'est suite, en fait, à une dénonciation de la part d'une coalition de 174 médecins formés à l'étranger en 2007. Ça fait déjà plusieurs années, une dénonciation qui avait été faite dans les médias de leur situation, en fait, dans l'accès à la pratique médicale au Québec. Ces 174 médecins constataient qu'il y avait des difficultés dans le processus d'admission au programme de résidence en médecine pour eux.
sachant que dans le processus pour faire reconnaître leurs acquis, leurs compétences professionnelles, ils étaient d'abord passés par le Collège des médecins à travers un processus qui est bien balisé, des examens et puis qui sont produits par le Collège des médecins, avaient obtenu une équivalence de diplôme, mais c'est une reconnaissance partielle pour la pratique. Après, il faut réaliser un programme de résidence en médecine pour pouvoir obtenir un permis de pratique au Québec. Et c'est là où le bas blesse. On se retrouvait avec ces médecins-là qui étaient exclus de façon disproportionnée. Donc, ils ont dénoncé la situation dans les médias à l'été, en fait, au printemps et à l'été 2007, et ont ensuite alerté la Commission des droits de la personne sur cette situation-là. Suite à cette dénonciation-là, suite à l'interpellation de la commission a décidé, les membres de la commission ont décidé de réaliser une enquête de leur propre initiative. Ce qu'on s'est rendu compte dans les premiers constats qu'on a eus pour justifier cette enquête-là, c'est que la majorité des médecins qui avaient déposé une demande d'admission dans un programme de résidence dans les années qui précédaient étaient majoritairement exclus des programmes de formation en résidence. Et qui plus est, ce qu'on retrouvait aussi, c'est qu'il y avait des places de résidence qui étaient laissées vacantes par les facultés de médecine. La conférence des doyens des facultés de médecine à l'époque avait dit qu'elle préférait laisser ces postes vacants-là en estimant que les candidats qui n'avaient pas été retenus n'avaient pas les qualités requises sans donner plus d'explications sur ces qualités. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a entrepris l'analyse de plus de 1200 dossiers de médecins, des médecins formés ici, qui sont passés à travers le système québécois, et un groupe équivalent de médecins formés à l'étranger, de toute provenance, de toute origine. On s'est retrouvé avec cette comparaison-là. Et ce qu'on a constaté, en fait, c'est que effectivement, les allégations qui avaient été formulées par le collectif de médecins étaient fondées. Il y avait effectivement plusieurs biais discriminatoires dans le processus de sélection des médecins formés à l'étranger, et ça avait pour effet de les exclure de manière disproportionnée de la formation en résidence dans l'ensemble des programmes de formation qu'on a étudiés. Tout à fait. Alors, vous parlez à l'instant de plusieurs biais discriminatoires. Donc, en intro, je mentionnais justement certains constats qu'Action Travail des femmes avait fait, notamment à l'égard des femmes immigrantes, donc de biais systémiques, d'obstacles systémiques que nous constations aussi. Donc, à savoir le manque de structure des outils d'évaluation et les pratiques informelles utilisées par les universités, le flou dans les procédures et finalement l'absence de procédure de contestation. Est-ce que durant cette enquête, qui justement était systémique, vous avez pu constater les mêmes biais systémiques ou alors des biais systémiques similaires qui s'en rapprochent? En fait, les trois éléments que vous avez mentionnés en introduction, on les a effectivement, ils se sont confirmés à travers notre enquête. En fait, un des premiers éléments qu'on constate, c'est que les outils d'évaluation pour évaluer les candidats, la qualité des candidats et leur capacité à entreprendre un programme de résidence et à le réussir, les outils d'évaluation n'étaient pas standardisés dans la majorité des cas. Le processus d'évaluation était j'aurais tendance à dire un peu bancal et informel, une évaluation qui est très peu fiable par rapport à ce qui était proposé, notamment par le Collège des médecins. Le Collège des médecins faisait une première évaluation à travers des tests qui sont standardisés, qui sont d'ailleurs depuis, qui collent aussi avec ce qui est proposé par le Collège royal des médecins du Canada. Donc, sur l'ensemble du Canada, on a les mêmes pratiques. Mais quand on arrivait avec les facultés de médecine, c'est comme si on réévaluait des éléments qui avaient par ailleurs déjà été évalués par le Collège des médecins, comme s'il y avait une suspicion par rapport aux candidats qui sont formés à l'étranger, de se dire, peut-être que ça n'a pas été évalué de la même manière, et peut-être aussi que ce qu'on évalue au Collège des médecins, à l'époque, ce qu'on disait, c'est ce qu'on évalue au Collège des médecins,
c'est pas la capacité à réussir un programme de formation en résidence. Et nous avons ce poids-là, nous avons cette charge-là de s'assurer que les candidats vont être capables de réaliser ce programme de résidence-là. Donc, il y avait toujours un enjeu qui était plus en lien avec la capacité à accommoder, si on veut, les candidats qui sont formés à l'étranger, mais cette évaluation-là se faisait sur une base qui était très subjective et très, très peu formalisée. Autre chose, sur l'information, sur les critères de sélection pour s'inscrire, pour être admis dans un programme de résidence, il y avait très peu d'informations qui étaient transmises aux candidats sur le processus de décision, très peu de séances d'information, très peu d'informations sur les sites web des facultés de médecine. Les pratiques étaient assez limitées à ce niveau-là, ce qui faisait en sorte que dans la préparation d'un dossier pour une admission dans une faculté de médecine, pour un programme en résidence, il y avait très, très peu d'informations qui étaient divulguées. Oui, parfait. Après, sur le résultat, là aussi, l'information était assez limitée. Il y avait peu de rétroaction sur la décision qui était rendue. Très souvent, les candidats qui n'avaient pas été retenus recevaient une lettre où on leur disait que leur candidature n'était pas compétitive, sans qu'ils puissent savoir pourquoi. À quoi rimait cette expression de candidature non compétitive. Donc, il y avait un défi à ce niveau-là. De la même manière, une fois qu'on reçoit une réponse comme celle-là et puis qu'on pense avoir un bon dossier, on peut effectivement contester la décision ou chercher à avoir de l'information. Là aussi, c'était relativement opaque à qui on s'adresse. Il y avait les mécanismes étaient peu connus, même à l'interne. C'est de dire, est-ce que je m'adresse au directeur de programme? Est-ce que l'ombudsman de l'université peut accueillir une telle plainte? Sinon, que dois-je faire? C'est un peu dans ce cas-là, effectivement, que ce collectif de médecins-là s'est adressé à nous, à la Commission des droits de la personne. Tout à fait. Et merci beaucoup, M. Ducharme, pour ces précisions. Et c'est exactement là que je vous prends. Vous me tendez exactement la perche parce que, effectivement, la contestation, finalement, à qui s'adresser? Ça m'amène donc à mon deuxième invité, Monsieur le commissaire, Monsieur Gariepi. Bonjour, encore une fois. Alors, M. Ducharme parle donc de pratiques informelles. Nous aussi, à TF aussi, on parle de pratiques informelles, de biais systémiques. Ça semble assez problématique. Donc, clairement, moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, mais avant, pouvez-vous nous dire ou nous préciser, s'il vous plaît, en quoi consiste exactement le rôle de commissaire à l'admission aux professions? Bien, le commissaire à l'admission aux professions, qui existe depuis 10 ans et qui est une suite à une recommandation du rapport Bouchard-Taylor, il y a très longtemps maintenant, est un mécanisme de surveillance et mécanisme spécialisé de surveillance et de recherche sur les questions de l'admission aux professions réglementées, celles qui sont réglementées par le Code des professions, ce qui inclut les médecins, les ingénieurs, comptables, avocats et compagnie. Alors, le commissaire a un recours en plainte qui est offert aux candidats, aux personnes candidates à une profession réglementée, et aussi effectue des vérifications et effectue des recherches et peut formuler des avis en dehors d'un processus formel d'enquête que serait la plainte ou la vérification. Donc, le commissaire est doté de toutes sortes d'outils pour aller au fond des choses sur les mécanismes, les processus, les méthodologies de l'admission aux professions. Et quand on parle d'admission aux professions, ce n'est pas seulement ce que fait l'ordre professionnel dans le traitement des dossiers. C'est aussi les établissements d'enseignement qui offrent la formation d'appoint, même gèrent des stages dans le cadre de cette formation d'appoint. C'est aussi les ministères et organismes qui peuvent jouer un rôle dans une démarche d'admission, comme l'Office québécois de la langue française et ses examens de français. C'est aussi les milieux de stage, donc des milieux de travail qui accueillent des stagiaires, que ce soit le réseau de la santé, les cabinets privés de comptables, d'avocats. Donc, c'est assez vaste. Donc, c'est toutes les étapes de l'admission et tous les acteurs de l'admission, incluant la formation d'appoint, les stages et la question des examens d'admission. Alors,
Alors, c'est pour ça que c'est intéressant ce qu'on a entendu de la part de la Commission des droits de la personne en 2010, parce que ce rapport a permis, parmi d'autres facteurs, d'élargir en 2017 la compétence du commissaire à l'ensemble des démarches de l'admission, dans l'ensemble des acteurs, l'ensemble des étapes et à l'ensemble des acteurs de la démarche d'admission. Donc, pas seulement l'ordre professionnel et le travail qu'il fait en reconnaissance d'équivalence, mais tout ce qui se passe en admission, ce qui amène à pouvoir faire un travail comme le fait la Commission des droits de la personne en 2010 à l'égard des établissements d'enseignement. Et d'ailleurs, c'est ce travail de la Commission des droits de la personne et entre autres là, qui ont permis de convaincre le gouvernement d'élargir la compétence du commissaire. Parfait, très bien, mais merci beaucoup. Alors, vous disiez à l'instant donc que l'enquête faite en 2010, si on comprend bien, a permis d'élargir les compétences du commissaire à toutes les dimensions de l'admission. Est-ce qu'aujourd'hui, le commissaire a un pouvoir coercitif, notamment face à son rôle de plainte ou de vérification? Non. Il n'a pas de pouvoir coercitif. Il ne peut pas rendre une décision à la place de l'ordre, il ne peut pas renverser une décision parce qu'il n'est pas un mécanisme d'appel. Et je sais que pour bien des gens, même dans ce cas-là, il mord, mais il n'a pas de dents. Donc, à quoi ça sert? Bien, je dois vous dire, il y a un avantage à la chose. Parce que là, lorsqu'on est un mécanisme d'appel ou de révision, ben, on applique le cadre et on révise comment l'autre a appliqué le cadre. La formule du commissaire, qui est celle d'un ombudsman, ombudsperson ou comme le protecteur du citoyen, c'est que bien qu'il ne change pas la décision, il ne peut pas forcer de modifier la décision, il peut quand même recommander que le dossier soit revu. Il peut aller jusqu'à cette étape-là, ce niveau-là, mais aussi il peut commenter et proposer des modifications au cadre juridique, aux méthodes, aux approches, au processus, ce qui est beaucoup plus riche finalement qu'un mécanisme d'appel. Bon, espérons que pour la personne, ça donnera quelque chose, mais je dois vous dire que dans l'expérience des 10 premières années du commissaire, lorsque le commissaire, à la suite de découvertes, de déficiences, de lacunes dans le processus, la méthodologie, voire même le cadre juridique qu'un ordre professionnel applique, et qu'on a demandé à la lumière de ces déficiences de revoir le dossier, tous les dossiers ont été revus et souvent à la faveur du candidat parce que l'ordre a corrigé quelque chose dans sa façon de faire, a réappliqué un processus amélioré, ajusté et ça a été au bénéfice de la personne candidate. Donc, à mon avis, bien qu'en apparence, ça paraît manquer de dents, manquer de force, on aime les formules magiques où avec une baguette, tout se règle, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on tente de régler le problème de la personne qui a soulevé l'enjeu, mais aussi on le règle pour tous les autres qui suivront parce qu'on attaque le problème à sa source, c'est-à-dire soit le texte juridique qui est déficient, qui est plus adapté. Ça nous est déjà arrivé d'ailleurs de recommander ça et les travaux sont en cours pour modifier les textes, soit la méthode, l'approche, le processus, la compréhension qu'avait l'ordre professionnel de son rôle. Parfait, d'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que ce qu'il faut que les personnes comprennent, notamment les personnes immigrantes en processus de reconnaissance des acquis, c'est que malgré le manque de coercition autour du rôle du commissaire, il n'en demeure pas moins que ce rôle est efficace et porte ses fruits, notamment en faveur des candidats qui sont concernés par ce genre de problématique. Depuis tout à l'heure, donc avec M. Ducharme, M. Garipi, on parle de reconnaissance des acquis et des diplômes, reconnaissance des acquis et des compétences, RAC, hein, pour certains. Mais comment est-ce qu'on peut exactement définir la reconnaissance des acquis et des diplômes finalement? Parce que je pense que c'est nécessaire de définir quand même ce que c'est. Dit autrement, quels sont les critères d'un processus de reconnaissance des acquis et des diplômes? Selon vous, M. Garipi, évidemment, M. Ducharme, si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Moi, je l'aborde non pas comme un spécialiste du milieu de l'éducation en mesure évaluation qui va regarder
Bien entendu, il faut parler de la crédibilité, la validité du processus lorsqu'on utilise des outils. M. Ducharme parlait tout à l'heure de tout le travail de l'enquête de la Commission des droits de la personne, où il a utilisé le terme que des outils n'étaient pas standardisés. Bien entendu, la standardisation, ce que ça fait, c'est que ça ajoute à la crédibilité, à la validité des outils. Donc, ce sont des termes techniques qui, finalement, est-ce qu'on applique la même chose à tout le monde et est-ce que la conclusion que l'on tire d'une approche, d'une méthode, sera la même lorsque des candidats présentent des mêmes caractéristiques? Ou est-ce qu'il n'y a pas, je ne parlerai pas d'arbitraire, mais disons un peu de subjectivité qui s'installe, et ça, la subjectivité, il n'y a rien de pire que ça dans les mécanismes. Mais moi, la reconnaissance des acquis, des compétences ou des qualifications, peu importe comment on l'appelle, parce qu'il y a des débats d'experts là-dedans, en fait, je regarde l'objectif. L'objectif, c'est de permettre à une personne de faire valoir ce qu'elle détient dans la réalité, la compétence, l'acquis qu'elle a dans la réalité. Non pas dans la modalité, dans l'apparence. Ah, vous n'avez pas fait 3 ans dans un tel contexte. Oui, mais il y a d'autres façons d'apprendre. Et il y a des instruments internationaux comme la Convention de Lisbonne qui nous indiquent, même pour le milieu très, très, très formaliste, universitaire, traditionnel, d'être dans une salle de classe, cette Convention de Lisbonne qui vient d'être renouvelée nous indique bien qu'il y a plusieurs façons d'apprendre et qu'il faut reconnaître la réalité des acquis d'une personne. Donc, il faut trouver non pas dans l'apparence des différences pour exclure quelqu'un, il faut aller au-delà de ces différences de « Ah, ben, vous n'avez pas fait un stage, mais vous avez fait un cours théorique. » Mais il faut aller chercher derrière tout ça. Et il faut tenter, il faut faire l'effort, et c'est ça qui est important pour un organisme comme un ordre professionnel, il faut faire l'effort de prendre tous les moyens pour que la personne fasse reconnaître d'une façon crédible, valable, les compétences qu'elle a et de les comparer à celles qu'on exige habituellement pour l'exercice d'une profession au Québec. Très bien. Monsieur Ducharme, quelque chose à ajouter peut-être sur... Oui? Peut-être quelque chose sur la reconnaissance des acquis et des compétences professionnelles. C'est certain que sous l'angle d'analyse que privilégie la Commission des droits de la personne, qui est celle de la Charte des droits et libertés de la personne, on peut pas faire autrement que de voir ce processus-là sous l'angle du droit à l'égalité pour les personnes qui sont formées à l'étranger. Donc, s'assurer que dans ce processus-là, au-delà de ce que j'exprimais tout à l'heure, qui concerne la standardisation, puis peut-être certains critères qui peuvent apparaître dans leur application subjective, de voir à ce qu'il n'y ait pas de biais discriminatoires dans chacune des étapes du processus. Et puis, comme M. Gariupi le disait, souvent dans ce processus-là, il y a plusieurs acteurs qui sont mis à contribution pour valider les compétences, les acquis des personnes. Mais il faut s'assurer qu'à chaque étape du processus, effectivement, on nettoie le processus de tout biais discriminatoire, parce qu'il y a encore effectivement dans plusieurs des processus qui sont mis en place dans l'accès à plusieurs métiers ou professions qui sont réglementés, des biais discriminatoires qui existent. Et puis c'est là où la Commission agit, c'est là où la Commission peut faire cette analyse-là. Et puis je reviendrai peut-être sur des éléments qui ont été abordés par M. Gariupi concernant les recours. C'est sûr que la Commission peut accueillir... Elle accueille des plaintes, elle accueille des demandes qui sont formulées par des candidats qui sont formés à l'étranger. Sous l'angle du droit à l'égalité, effectivement, on peut, dans l'accès à des professions, bon, c'est prévu dans la charte, il y a des dispositions de la charte qui font en sorte qu'on peut s'adresser à la commission. Donc, on peut examiner une plainte sur la base d'une analyse qui ressemble à celle qu'on a faite de manière systémique pour les médecins formés à l'étranger, mais qui pourrait s'appliquer pour l'accès à d'autres professions aussi. Donc, c'est un examen qui se fait en fonction des principes de la charte et puis qui peut être utile. Et puis, on cherche effectivement une solution. Ça peut être une solution qui va être négociée aussi à travers un processus de médiation, mais parfois, on doit aller en enquête. Et puis, on peut aussi saisir le tribunal des droits de la personne sur certaines situations qui peuvent nous apparaître problématiques là, dans
dans l'accès aux professions et qui mettent en cause différents acteurs. Ça peut être un ou deux acteurs, ça peut être un ordre professionnel, mais ça peut aussi être un établissement d'enseignement qui détient une partie de la solution pour les personnes qui veulent accéder à la pratique de leur profession. Parfait, mais merci beaucoup. J'apprécie énormément la façon dont vous apportez la définition de la reconnaissance des acquis parce que là, on va quelque peu au-delà des aspects techniques et on se rapproche des fondamentaux tels qu'aller au-delà de l'apparence et accepter la différence, tels que le droit à l'égalité. Je me permets une petite question vraiment très rapidement en quelques secondes. Pensez-vous que les universités sont dans ces, ou du moins respectent ces fondamentaux-là, donc le droit à l'égalité? Euh, Aller au-delà de l'apparence, c'est-à-dire de vos constats sur le terrain, bien sûr. Toutes les réponses sont permises, mais qu'est-ce que vous en pensez au niveau des universités? Très rapidement pour cette question, si vous permettez, s'il vous plaît. Très rapidement, c'est sûr que suite à l'enquête que nous avons menée et qui a été rendue publique en 2010, il y a quand même eu des progrès. Il y a eu dans certaines facultés, dans certains programmes, on a vu des initiatives qui ont émergé pour justement faire ce travail-là, d'expurger un peu les pratiques des biais systémiques qu'on pouvait rencontrer dans le processus d'admission. Mais il reste encore beaucoup de vieux réflexes qui sont là présents avec une forme de méfiance à l'égard des candidats qui sont formés à l'étranger, qui fait en sorte que ça menace toujours le droit à l'égalité des candidats qui sont formés à l'étranger. Donc, c'est quelque chose qui persiste et puis auquel il faut malheureusement encore aujourd'hui s'attaquer. Alors moi, j'ajouterais que depuis juin 2017, depuis l'élargissement de la compétence du commissaire, nous avons eu quelques plaintes qui concernaient les établissements d'enseignement, notamment la question de l'accès au stage. Donc, comment l'établissement d'enseignement, pour les places limitées qu'elle a, comment elle sélectionne parmi les candidats que l'ordre envoie, que l'ordre dit, ben voilà, il vous manque telle chose, allez voir à l'université pour l'obtenir. Et on a aussi des vérifications et on a vu effectivement ce que Daniel Ducharme expose, c'est une espèce de culture là, qui très autonome. D'ailleurs, les universités réclament beaucoup leur autonomie, donc il ne faut même pas leur parler des fois. Alors, ce qui est un peu abusif, ils s'inscrivent quand même dans une société grassement alimentée par les fonds publics et la plupart des étudiants qui traversent les murs de l'université, c'est pour en ressortir et retourner dans la vraie vie de la société et y contribuer avec leur potentiel et leurs intérêts. Alors, donc, il faut reconnaître que l'université vit dans sa société et elle doit être en harmonie avec cette société. Elle n'est pas à ce point juchée quelque part en distance, là. Donc, on a vu un peu une attitude de résistance, peut-être, là, ou du moins d'inconfort de se faire interpeller et de devoir s'expliquer. Et donc, on a vu les réflexes universitaires lorsqu'on disait tout à l'heure qu'on évalue la capacité de réussir. Peut-être lorsqu'on admet quelqu'un dans un programme de grade, je veux bien, mais là, un programme de formation d'appoint, c'est l'ordre professionnel a dit qu'il avait le minimum pour la protection du public. Alors, qui est l'établissement d'enseignement pour dire que, voilà, au fond, ça va être le plus méritant ou celui que l'on considère avoir le plus de potentiel de réussir le programme? C'est vrai que dans une certaine logique pratique, ça pourrait être un critère, oui, mais là, on n'est pas dans une situation d'un jeune qui sort du cégep et qui veut aller à tel programme contingenté. Nous sommes avec des professionnels qui ont déjà exercé leur profession. Donc, peut-être qu'il peut y avoir des échecs en cours de route, mais en termes d'équité, et de droit à l'égalité, à la limite aussi, hein, les deux vont allant de pair. Je vois mal comment on pourrait dire, après que non professionnel est passé sur le dossier de quelqu'un, que la personne vaut moins.
elle a le minimum pour la protection du public. Alors, à mon avis, premier arrivé, premier servi pour les places dans les programmes de formation d'appoint. Et surtout lorsqu'on est une personne immigrante et que toute la question du temps qui s'écoule va faire en sorte que son projet va devenir caduc. Alors, on n'est pas face à un cégepien du Québec qui, bon, s'il n'est pas accepté dans le programme, il va se réorienter. On a quelqu'un pour lequel sa vie est engagée dans une profession. Il est venu ici à partir de cette profession avec certaines attentes. Il se fait évaluer, il se fait dire, il vous manque quelque chose. Et puis, bon, ça peut être bien fait et ça peut être légitime de lui exiger telle ou telle formation. Il faudrait que les établissements d'enseignement tiennent compte de cette clientèle d'une autre façon que si c'était des cégepiens et puis on prend le meilleur d'entre tous. Non, ça ne fonctionne pas comme ça et nous avons eu déjà l'occasion de nous exprimer là-dessus et le milieu universitaire, l'université en question, n'a pas vraiment capté la notion humanitaire, la notion de traitement d'équité qu'il y avait derrière cet enjeu-là et il en demeurait dans la culture universitaire que nous, ce que nous connaissons, c'est ce qu'il y a de meilleur et la façon avec laquelle nous le faisons, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et c'est souvent ce problème-là qui fait qu'on a des enjeux de traitement équitable ou de droit à l'égalité. Là-dessus, j'ajouterais qu'il y a une sous-culture là, ça a été difficile pour nous, ça va être difficile pour eux. Puis il n'y a pas de raison pour que ça soit moins difficile pour eux. Ouf! Alors, et puis, il faut être équitable envers les candidats québécois. Ça. J'entends même des dirigeants d'ordre professionnel et de regroupements d'ordre professionnel dire ça. Mais en quoi est-ce que les candidats québécois seraient désavantagés de quelque manière que ce soit? Ils sont formés dans ce sillon où ils ont toutes les chances parce qu'ils comprennent tout. En tout cas, il s'agit de travailler un peu, là. Et pour quelqu'un qui travaille, tout va bien, la voie royale est tracée et les examens sont faits en fonction de ce qu'ils ont reçu comme formation. Tout est construit et dans le fond, ils ont un avantage. Ce n'est pas tellement qu'ils risqueraient d'avoir un désavantage par rapport à une personne immigrante. Ils ont un avantage par rapport à... Donc, moi, quand les gens arrivent avec ce langage codé là, de « Ah, ben, il faut être équitable pour les candidats québécois », moi, c'est un langage codé de quelque chose que je n'aime pas entendre. Et je l'entends souvent, en plus de la protection du public, là, bien entendu, qui est une espèce d'épouvantail pour finalement faire tout ce qu'on veut, qui excuse n'importe quoi. Non. Ça, c'est clair qu'à un moment donné, il faut arrêter et puis il faut s'asseoir, il faut avoir l'humilité puis un peu d'autocritique. Et malheureusement, dans les questions qui touchent le dossier que la commission a étudié, son rapport de 2010, malheureusement, on n'est pas dans une situation d'une autocritique et on est en plus dans une situation de ça a été difficile pour nous, puis on va s'assurer que ça soit difficile pour eux. Et je l'ai entendu de vice-doyen d'une faculté dans une autre profession de la santé. Je l'ai entendu tel quel dans un colloque. On l'entend souvent. C'est un peu agaçant. Et tout ça me fait dire qu'on n'a pas le changement de culture qu'il faudrait avoir dans un Québec pluriel comme nous le sommes actuellement. J'aurais d'autres choses à vous dire, mais je vais le garder pour moi là, parce que c'est choquant des fois. C'est choquant et c'est pour ça qu'on travaille. Et j'ai parlé même avec la ministre de l'Enseignement supérieur il y a quelques années. Et justement, autour du projet de loi 98 qui a élargi la compétence du commissaire et les universités étaient contre ça en bloc. Ils sont venus même menacer l'Assemblée nationale en disant « Aucune loi ne viendra porter atteinte à la liberté, à l'autonomie des universités. » Alors là, la ministre de l'époque leur a dit, mais c'est quoi le problème, là? C'est une entité quand même, l'université est une institution. On vous envoie quelqu'un qui ne vous dira pas quoi faire, mais qui va vous suggérer des choses. Il peut pas vous... Juste, c'est quoi le problème de discuter de ces choses-là ouvertement avec quelqu'un qui s'y connaît et qui pourrait vous amener à avoir d'autres impacts que les choses que vous voyez habituellement? Alors, cette espèce de blocage, cette espèce d'orgueil institutionnel autour d'une autonomie moyenâgeuse où finalement, je ne veux même pas entendre ce que les autres ont à me dire. Nous, on ne veut pas rentrer dans la forteresse. On veut juste avoir une petite fenêtre pour regarder à travers la muraille pour dire « Hey, je vous dis que telle affaire a tel impact à l'extérieur de votre muraille et qui serait socialement indésirable. Pourriez-vous, sans changer vos objectifs, quand même ajuster un peu l'approche qui éviterait cet impact indésirable à l'extérieur de votre muraille? »
Eh bien, même Absolument. ça, il y avait un refus et un blocage. Alors, et la ministre, justement, dans le dossier de l'enquête de la Commission des droits de la personne, la ministre, je lui ai parlé d'ailleurs de ce dossier-là, puis elle me dit, ah oui, j'ai rencontré les recteurs et puis, ou les vice-doyens, puis les facultés de médecine, mais ils m'ont dit X, Y, Z. Je dis, mais Madame la ministre, ils vous ont roulé dans la farine. C'est le langage habituel. Ça veut dire que depuis 2010, ils n'ont pas bougé d'un iota. Ils sont très polis envers Daniel Ducharme, très polis envers son président, très polis envers tout un chacun, mais ils demeurent dans leur quant à soi et absence d'autocritique et absence d'ouverture à connaître le propos documenté, expert, sensible que quelqu'un pourrait avoir sur leur fonctionnement. Ben, merci beaucoup, Sanjette. Je vous donne la parole tout de suite, Monsieur Ducharme. Juste peut-être préciser quelque chose pour le bénéfice de nos auditeurs. Tout à l'heure, vous parliez de C10. Est-ce que vous voulez préciser ce que c'est C10, s'il vous plaît? Puis, évidemment, si vous voulez faire un apport au franc-parler de Monsieur Garipi, qu'on apprécie. Oui, j'irai dans ce sens-là. Le Centre d'évaluation des diplômés internationaux en santé, en fait, c'est une structure qui a été créée par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour évaluer les candidatures de médecins qui sont formés à l'étranger, qui auraient été écartés de l'admission à un programme de résidence. Donc, ils sont évalués à nouveau sur leurs compétences et on leur offre, si le dossier est bon, on leur offre un programme de mise à niveau qui leur permet après ça de retourner cogner à la porte des facultés de médecine. Donc, c'est une structure qui a été créée. Très bien. Parfait. Sur ce que M. Gariepi disait, que je trouve très, très intéressant, la question de l'autonomie des universités, moi, je rappellerais un autre principe, c'est que, bon, les facultés de médecine, les universités, toutes les facultés et l'université en tant qu'institution peuvent exercer leur autonomie, soit, mais on a aussi un cadre législatif, un cadre légal. On a des textes de loi, certains qui ont une importance assez majeur dans le corpus législatif québécois. Il y en est un qui est très important, c'est celui de la Charte des droits et libertés de la personne, qui est un texte quasi constitutionnel, donc c'est une loi fondamentale. On ne peut pas échapper à ces principes-là, donc notamment le principe du droit à l'égalité dont on parlait précédemment. C'est un principe qui est cardinal, qui a préséance en fait sur l'ensemble en fait, tous les principes qui se retrouvent dans la charte ont préséance sur l'ensemble des lois québécoises. Donc, même les universités doivent fonctionner selon ce cadre-là. Donc, quand on pense à des candidats qui sont formés à l'étranger, qui veulent accéder à des programmes de formation qui sont offerts par des universités québécoises, on ne peut pas le faire en exerçant de la discrimination. On se doit de respecter le droit à l'égalité des personnes qui sont formées à l'étranger sur la base de leur origine ethnique ou nationale, sur la base de leur sexe. On doit prendre en considération tous les motifs de discrimination qui sont présents et faire les ajustements qui sont nécessaires pour tenir compte de la réalité de ces personnes-là qui sont, je le rappelle, autant dans l'accès à l'emploi que dans l'accès à des formations, sont historiquement discriminés. Donc, c'est là où s'arrête le principe de l'autonomie Exactement. des universités dans leur fonctionnement. Très rapidement, Monsieur Ducharme, en avril 2015, vous avez participé à un colloque organisé donc par Action Travail des femmes, intitulé La reconnaissance des acquis et des compétences et ses impacts systémiques sur les femmes immigrantes hautement qualifiées. Alors, quels ont été vos principaux constats durant ce colloque en lien avec les impacts vécus par les femmes immigrantes universitaires? Et si pendant cette question, vous pouvez aussi prendre quelques secondes peut-être pour revenir sur l'enquête systémique dont on parlait au tout début. Et si je ne me trompe pas, vous disiez bien que c'est une enquête systémique qui a été faite, mais sans plainte officielle. C'est bien ça? Effectivement. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, en plus de la réponse en ce qui concerne les femmes immigrantes universitaires et des impacts, comment expliquer qu'une problématique aussi importante n'ait pas encore eu de plainte officielle, malgré l'enquête qui a été lancée? Oui.
Tout d'abord, bon, sur l'enquête de 2010, effectivement, on a eu quand même quelques plaintes individuelles qui ont été déposées à la commission suite à l'enquête qui a été réalisée par la commission. Mais effectivement, il n'y en a pas eu un nombre très, très élevé. Ça peut s'expliquer par le fait que très souvent, des candidats qui ont été rejetés par les facultés de médecine, par les programmes de formation en résidence, souhaitent garder toutes les chances de pouvoir appliquer une seconde fois et puis très souvent peuvent avoir peur des conséquences d'un geste grave comme celui de porter une plainte à la Commission des droits de la personne. Ils doivent savoir qu'ils sont protégés contre toute forme de représailles à partir du moment où ils déposent une plainte. Ceci étant dit, c'est certain qu'il y a plusieurs candidats qui, malheureusement, suite à un premier refus, vont tout simplement réorienter leur choix de carrière, vont se retrouver ailleurs. Très souvent, ça amène aussi une déqualification, je vous dirais, parce que c'est des gens qui ont été formés dans leur pays d'origine pour exercer la médecine. Très souvent, ont déjà fait des stages postdoctoraux dans leur pays, ont déjà pratiqué la médecine, arrivent aux portes des facultés de médecine, se voient refuser. Il y a comme un découragement qui s'installe. Il faut aussi pouvoir subvenir à ses propres besoins. Très souvent, on a une famille, on a des enfants, on a des gens à faire vivre. Parfois, c'est plusieurs générations aussi qu'on a à faire vivre sous un même toit. Ça fait en sorte que les gens se détournent de l'orientation professionnelle qu'ils avaient choisie initialement. Pour les femmes, je vous dirais, dans le processus d'accession à la pratique et puis notamment le processus d'admission des facultés de médecine, très souvent dans les critères qui sont appliqués, ce qu'on a pu voir dans le cadre de notre enquête, c'est que ça ne tient justement pas compte du parcours migratoire des personnes. Alors, très souvent, il y a des critères qui sont appliqués, M. Gariepi en a fait référence, des critères comme ceux de l'éloignement de la pratique, exigés par les facultés de médecine comme étant un critère important pour dire si le candidat doit bien fonctionner dans le cadre d'un programme de résidence qui dure 2 ans, 3 ans, on doit s'assurer qu'il a déjà des réflexes qui sont encore bons. Donc, il ne doit pas être éloigné trop loin de sa pratique. Donc, parfois, on exige 2 ans, 3 ans, 4 ans d'éloignement maximum. Mais à partir même de la première année, déjà, on commence à enlever des points au candidat parce qu'il est éloigné de la pratique. Mais ça ne tient pas compte du parcours migratoire du candidat et puis des étapes qui ont précédé sa demande d'admission dans une faculté de médecine. Juste passer les examens du Collège des médecins, s'inscrire dans ce processus-là, on est déjà dans un cycle qui parfois peut durer 1 an, 2 ans, et puis surtout si on a d'autres responsabilités à exercer. Puis très souvent, c'est un poids que les femmes ont à subir de façon plus marquée. C'est très souvent, on parle de charge mentale, s'occuper des enfants, des tâches domestiques, travailler dans un contexte où on doit en même temps faire reconnaître ses acquis, son diplôme auprès du Collège des médecins, et sachant qu'on ne peut pas pratiquer pendant ce temps-là au Québec, forcément, ça nous éloigne de la pratique. Et puis, forcément, ça devient un critère éliminatoire qui exclut de façon disproportionnée les candidats. C'est sûr qu'il y a des programmes de formation qui ont modulé un peu ce critère-là à travers le temps, mais il en reste encore aujourd'hui. Et puis ce réflexe-là de dire l'éloignement de la pratique est important parce qu'on veut s'assurer d'avoir des candidats qui sont prêts dès la première journée de leur stage postdoctoral à se présenter en urgence ou en obstétrique et puis avoir des réflexes cliniques qui sont les bons. Ça exclut d'emblée. Et puis je vous dirais pour les femmes, le critère discriminatoire, il est là, sur la base des femmes et puis de leur parcours migratoire, mais aussi, très souvent, c'est associé à d'autres motifs de discrimination, je vous dirais aussi. On pourrait rajouter l'état civil. Il y a beaucoup de candidates
au programme de résidence en médecine, dont l'état civil, et elles sont mères monoparentales. Donc, c'est une charge qui est importante et qui fait en sorte que ça joue sur le processus pour se rendre jusqu'aux facultés. Ça joue aussi sur l'enjeu conditions sociales, aussi une mère monoparentale qui arrive avec des enfants seuls et qui ne peut pas pratiquer la médecine et qui exerce de petits boulots pour survivre en même temps qu'elle doit aller chercher son équivalence de diplôme. Elle se place dans une situation qui est très difficile. Et ça, les facultés de médecine n'en tiennent très peu compte dans leur processus de sélection. Super intéressant. C'est incroyable comment ça ramène le côté humain qui semble être laissé de côté finalement, ou quelque peu en tout cas, dans ce processus qu'est la reconnaissance des acquis. Et les effets sur les femmes sont toujours aussi scandaleux. Merci beaucoup, Monsieur Ducharme, pour ça. Selon vous, qu'est-ce qui explique qu'encore aujourd'hui, les femmes immigrantes universitaires, donc c'est vraiment dans la continuité, hein, rencontrent encore autant de difficultés, au-delà de ce qui vient d'être mentionné, parce que M. Ducharme a quand même déjà donné des éléments de réponse, éprouvent encore autant de difficultés à faire reconnaître leurs diplômes et leurs compétences. Donc, on a parlé du parcours migratoire, on a parlé donc parfois de biais systémiques en lien avec l'état civil. Monsieur Gariepi, est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autres éléments qui expliquent que les femmes semblent être les plus touchées, les plus impactées par les obstacles en lien avec la reconnaissance des acquis, notamment en milieu universitaire? Dans le cadre de notre travail au bureau du commissaire, on a capté des éléments. Et étonnamment, des éléments que les candidates féminines intègrent même. Nous avons eu un couple des migrants qui se destinaient à la même profession réglementée, dont je vais taire là, parce qu'il risque d'être retracé. Là. Et la dame a pris une pause. Elle devait formuler une plainte parce que dans son cas, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et elle devait formuler une plainte, ce qu'elle a fait, mais elle nous a demandé de suspendre le temps que son conjoint passe la rampe. Et elle réactivera la plainte après. Alors, et là, moi, ça m'a embêté un peu. J'ai dit, bon, ben, je ne veux pas me mêler de leur relation de couple et de comment ils ont vu culturellement les rôles de l'un et de l'autre et comment ils ont vu aussi la crainte que porter plainte pouvait avoir un impact, avoir une représaille dans le dossier de son conjoint. Alors, la personne a intégré elle-même cette chose-là. Ça nous a beaucoup désolé. On a tout tenté. On a tout tenté pour lui dire non, il ne devrait pas y avoir de problème. Et s'il y en a un, là, non, on va intervenir fort parce que le Code des professions permet d'intervenir assez fort sur des questions comme celle-là. Donc, quelquefois, les personnes intègrent ces choses-là. Mais il est vrai que pour plusieurs personnes, pour les femmes, tout ce qu'on a dit sur le rôle double de professionnels et de parents, et comme on dit souvent, parents par défaut, c'est encore très présent. Et ça peut jouer. Et je voyais hier une publication du Migration Policy Institute qui parlait du taux d'inoccupation et du taux de chômage des femmes aux États-Unis, des femmes immigrantes, qui a explosé par rapport au taux des hommes du fait de la pandémie. Parce qu'on a vu finalement tous ces effets combinés du rôle double de travailleurs et parents par défaut, qui est encore bien imprégné dans nos sociétés, et du fait que les femmes, dans certains secteurs, sont assez présentes. Là, on ne parle pas des professions très qualifiées, là, on parle des autres secteurs, là, et on a vu tout ce phénomène de secteurs plus à prédominance féminine qui ont été particulièrement affectés par la pandémie et qui a tout décroché. Aussi, le fait que la scolarisation à la maison, donc quand les écoles sont fermées durant la pandémie, ben, le parent par défaut, encore là,
c'est documenté pour les États-Unis, ça l'est certainement aussi chez nous, encore, malheureusement, ben, c'est la femme qui assume des choses comme celle-là et c'est un petit peu embêtant. Et comment défaire ça? Là, nous, dans notre pratique comme bureau du commissaire, lorsqu'on détecte des choses comme ça, on essaie de sensibiliser à certaines réalités et amener même des personnes qui s'appliquent la restriction, de leur dire, écoutez, là, on devient peut-être un peu militant aussi, là. et mon personnel est très, 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 très inspiré de ces questions-là. Donc, on essaie ce que l'on peut, mais dans les mécanismes, je dirais, des ordres professionnels et des acteurs de la démarche d'admission, ça peut jouer, mais on ne l'a pas encore clairement documenté. Mais il est clair que dès qu'il y a un espace d'appréciation où la subjectivité peut s'installer, ces phénomènes-là, ces raccourcis d'appréciation d'une candidature, homme versus une femme, peuvent jouer. Les examens n'ont pas certains outils n'ont pas cette capacité ne permet pas que s'infiltre le propos du genre, mais il y a toujours un espace dans quelques mécanismes d'admission, d'évaluation de dossier qui soit. On ne pourra jamais éliminer le fait qu'un individu, à un moment donné, pose un jugement et que ce jugement peut avoir été influencé par des biais. Tout à fait. Mais merci beaucoup. Et là, je sais pas, Monsieur Ducharme, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose? Très brièvement. Oui, allez-y, désolé. Un peu de pouce sur ce que M. Gariepi disait. Je crois qu'il y a il y a un travail de sensibilisation à faire dans les institutions qui participent au processus de reconnaissance des acquis et des compétences professionnelles, les universités comme les autres. Effectivement, la question du genre, la question de l'égalité homme-femme se pose pleinement dans les processus d'admission, dans les processus de sélection, de validation des compétences des personnes, parce qu'on applique des critères qu'on considère en apparence neutres, mais qui ont un effet, et puis c'est là où je vous parlais effectivement de critères qui se cumulent. Il y a effectivement le parcours migratoire, mais il y a le fait d'être une femme, et puis toute cette espèce de surcharge en dehors de simplement de faire reconnaître ses propres compétences professionnelles. Il se passe une vie qui est à l'extérieur, où il y a des responsabilités qui sont assumées par les femmes, et puis très souvent dans les comités de sélection, dans les outils de sélection, l'aspect qui est en lien avec le genre n'est pas abordé, il n'y a pas cette modulation-là des critères qui permet de tenir compte de la réalité qui est vécue par les femmes immigrantes. Ça, c'est un problème. Et après, dans les comités de sélection, très souvent, les gens qui sont là ne sont pas formés non plus pour pouvoir appliquer une forme d'analyse différenciée par le sexe. Ils ont tout simplement pas ces compétences-là. Donc, c'est des réflexes à développer et s'il y a quelque chose à faire au courant des prochaines années, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on devrait le faire, là. Des efforts de sensibilisation et d'éducation, autant pour les établissements d'enseignement que pour les autres professionnels à ce sujet. Définitivement. Alors, j'ajoute, puis vous me couperez, là, mais pour nous tous là, qui nous écoutons, là, j'ajoute que sur la question de l'éducation dont Daniel Ducharme parle pour transformer des attitudes, il est vrai qu'il existe, ne serait-ce que les Écosses, donc les examens sous observation où la personne doit se mettre en scène dans un cas pour faire valoir les compétences et tout. Là. On ne peut pas avoir une grille. Il y a quand même quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe, et qui a tout son bagage pour juger si ça fait l'affaire. Ouais. Et là, dès que l'humain est en contact avec le candidat ou la candidate et son dossier pour juger, et qu'au fond, le critère, le moyen lui laisse un espace d'appréciation, il peut y avoir des problèmes. Maintenant, dans le regard que l'on porte sur le fait que ce soit un homme ou une femme, il y a quelqu'un qui a fait des recherches à l'Université Laval, Jean-Philippe Beauregard, et je crois qu'il a terminé, il a dû publier, là, mais il y a 2 ans, j'avais assisté à un colloque, et Jean-Philippe Beauregard nous parlait du regard
que l'on portait sur les femmes immigrantes selon leurs caractéristiques. Très intéressant par rapport aux hommes, mais par rapport aussi à l'origine. Une femme latino, une femme d'Europe occidentale, une femme d'Afrique, une femme d'Amérique latine. Donc, alors, il y avait des choses très intéressantes. À l'époque, j'imagine qu'il a dû publier maintenant. Et à l'époque, il disait, écoutez, là, ce ne sont encore que des éléments. Je vais finir le travail sur les données pour pouvoir conclure, mais voici ce qui semble se dégager. Là. Et là, c'était très intéressant. Je dirais une analyse différenciée entre les caractéristiques de ces femmes immigrantes. Alors, ce serait intéressant d'aller explorer ça pour voir comment Jean-Philippe Beauregard a pu conclure, mis à part hommes-femmes, c'est entre les femmes immigrantes aussi, il y a des jugements de valeur, il y a des choses qui se dégagent dans les propos qu'il a pu recueillir et les données qu'il a pu recueillir. Et je voulais vous dire, sur cette question-là, l'éducation est très importante. La première chose qu'il faut développer lorsque des gens sont en charge de processus pour établir soit les normes ou les appliquer, ces normes, c'est qu'ils soient conscients, qu'ils sachent faire leur travail, puis deux, qu'ils soient conscients des phénomènes qui peuvent jouer. Alors, c'est pour ça qu'en 2017, le Code des professions a été modifié pour obliger toutes les personnes qui élaborent des normes d'admission aux professions réglementées et qui les appliquent. Toutes ces personnes-là doivent être formées minimalement à 3 choses. 1, la reconnaissance des qualifications, savoir faire son travail. Parce que quelques mois avant, en janvier 2017, le bureau du commissaire a produit une étude où on a passé un questionnaire à l'ensemble des ordres. On s'est aperçu que peu de responsables d'admission étaient vraiment formés à leur travail. Étonnamment. Bon, le premier sujet, reconnaissance des qualifications. Le deuxième sujet, l'égalité homme-femme. Alors, on a intégré ça. Et le troisième sujet, les relations ethnoculturelles. Donc, ces 3 sujets combinés, quand on travaille sur la connaissance et la prise de conscience des acteurs, là où ils ont un espace pour, lorsqu'ils définissent les normes, qu'ils établissent la méthodologie, mais aussi qu'ils l'appliquent et que dans l'application, il y a un espace de subjectivité potentielle, bien, on se donne un espoir que ces personnes-là sont soucieuses de leur propre biais et sont soucieuses que ce qu'elles font et la manière qu'elles le font et le jugement qu'elles portent sur les personnes immigrantes soit le plus neutre possible. En tout cas, qu'on élimine, M. Duchamp parlait de nettoyer un peu les processus et notre esprit de ces biais-là. Donc, formation en relation à la reconnaissance des qualifications, formation à l'égalité homme-femme et formation aux relations ethnoculturelles. Je vous signale que nous avons lancé récemment, il y a quelques jours, nous avons lancé un sondage, une enquête, une vérification systématique auprès de tous les ordres professionnels pour voir ce qu'ils ont fait depuis 3 ans pour former leurs gens. Les avez-vous formés? Vous êtes obligés de les former. Les avez-vous formés à ces 3 sujets-là? Et sinon, pourquoi? Et c'est quoi le problème? C'est un problème de capacité, de ressources, d'expertise à mobiliser pour former vos gens? Ou est-ce que, puis si vous les avez formés, quelle a été cette formation? Une demi-heure, 45 minutes, 3 heures, une journée, 2 journées? Et le contenu aussi de ces formations. On veut voir le matériel didactique qui a été produit et on va, nous, mettre une opinion sur toute l'expérience des ordres professionnels à satisfaire cette obligation qu'ils ont depuis 3 ans de former les personnes à l'admission aux bonnes connaissances techniques de leur rôle en admission, mais aussi aux enjeux d'égalité homme-femme et de respect, de traitement et au droit de l'égalité et à l'équité. Très, très, très intéressant, très pertinent, parce que vraiment, j'adore les points que vous apportez, parce que d'un côté, finalement, on se rend compte que dans les processus donc, de reconnaissance des diplômes étrangers, les perceptions, les jugements de valeur sont encore très présents. Et si on prend juste le cas des femmes, que c'est très lié, ça peut être lié en tout cas aux caractéristiques de ces femmes immigrantes-là, et donc peut avoir un impact finalement sur les décisions qui sont prises. Mais de l'autre côté, on a quand même des instances et des institutions qui sont en charge de ces processus de reconnaissance des acquis, qui finalement ont du mal à tenir compte de l'analyse différenciée selon les sexes, donc de la spécificité
hein, des problématiques en lien avec les femmes ou en lien avec les hommes. Et j'espère vraiment que les personnes qui nous écouteront ces points-là parce que je pense que c'est excessivement fondamental. Pour la prochaine question, Monsieur Caripi, vous avez quelque peu répondu déjà quand même, parce que justement, il s'agissait en fait de rappeler qu'en avril 2015, donc toujours lors du colloque organisé par Action Travail des femmes, donc on rappelle qu'il s'intitulait La reconnaissance des acquis et des compétences et ses impacts systémiques sur les femmes immigrantes hautement qualifiées, donc sur les femmes immigrantes universitaires, vous dénonciez, et je vois que vous dénoncez toujours, le manque de professionnalisation donc autour de l'activité de reconnaissance. Donc, il y a beaucoup de subjectivité hein, finalement, et les qualifications sont encore peu présentes ou pas suffisamment présentes pour des personnes qui sont en charge donc de ces processus de reconnaissance des acquis. Alors, où est-ce qu'on en est? Parce que ça, c'était en 2015. Où est-ce qu'on en est 5 ans plus tard? Donc là, je vois que c'est cette subjectivité, ce manque de professionnalisation est toujours dénoncé. Mais est-ce que finalement, il y a quand même une évolution depuis 5 ans? Là, vous parliez des modifications qui ont été apportées au Code des professions. Est-ce que ça commence à porter des résultats? Et notamment en milieu universitaire, vous pensez? Bien, pour ce qui est des ordres professionnels, on aura le résultat de notre vérification systématique auprès des ordres sur la formation, qui est le grand espoir. C'est pas, on parle de choses que j'ai pu dire, notées en 2015. Ben, tout ça a nourri le fait que le commissaire a proposé aux législateurs d'incorporer ces obligations de formation lorsqu'on s'est aperçu que les gens n'étaient pas formés, malgré que c'était une bonne pratique de le faire. Donc, ça a motivé le commissaire à faire la promotion auprès du législateur, d'incorporer ça dans le Code des professions. Et ça a été fait. Alors là, on va voir si ça s'est imprégné, si les choses ont été, on leur a donné quand même 3 ans. Là. J'imagine que j'espère que les résultats sont bons, qu'on a au moins pour ceux qui sont les plus sollicités en termes de nombre de demandes, que le travail s'est fait. Mais il est vrai que l'activité de reconnaissance doit être professionnalisée. Il ne suffit pas de connaître, comme certains ont déjà dit, de connaître le texte du règlement. Il faut aller au-delà de ça. Reconnaître les compétences, c'est de comprendre la notion de compétence, la notion de qualification, une base en méthodologie, pas pour en devenir des experts, mais au moins pour comprendre ce qu'on fait et éviter les erreurs grossières et justement la subjectivité. Maintenant, on voit quand même que dans plusieurs cas, il y a eu des changements de garde au sein des ordres professionnels. Il y a des nouveaux responsables de l'admission depuis quelques années, bien motivés, mais à qui on n'a pas vraiment dit c'est quoi leur travail. Et là, on s'aperçoit au fil de certaines plaintes que certains nous disent, ben écoutez, je vais vous avouer bien franchement, on ne m'a jamais dit ces choses-là. Vous devriez donner des cours, monsieur le commissaire, à tout le monde. Je dis, OK, on va y penser. La dimension pédagogique, éducationnelle du commissaire peut vraiment s'activer et pas juste de la surveillance. Je vois qu'il y a un besoin et puis moi, je suis prêt à le faire et j'accompagne de plus en plus les ordres professionnels à revoir leur processus et à prendre conscience de certaines problématiques. Alors, le travail n'est pas terminé. Le travail n'est pas terminé et nous sommes encore à la table pour travailler et maintenant avec un nouveau mode, pas seulement surveillance. Quand je vois que les ordres n'ont pas un problème de capacité, ben, il ne faut pas leur reprocher ça, il faut les aider. Alors, moi, je me place en mode d'accompagnement à ce moment-là pour ces ordres, pour qu'ils développent leur capacité. Et s'ils ont cette bonne volonté, cette humilité de dire, ben, oui, j'aurais besoin d'aide, ben, on va les aider, on ne va pas continuer à leur taper sur la tête. Ce n'est pas notre rôle de taper sur la tête des gens. On veut que les choses s'améliorent. Alors, si le problème, c'est un problème de capacité, on va y voir. Et là, on va documenter encore plus avec l'expérience des formations obligatoires, voir si elles ont porté leurs fruits. Un, est-ce qu'elles ont été offertes? Et deux, est-ce qu'elles ont porté leurs fruits? Parfait. Mais écoutez, moi, Monsieur Garipi, je suis confiante à l'idée que vous sauriez secouer le manguier, autrement dit, que vous sauriez continuer de faire bouger les choses. Le travail n'est pas terminé, mais je pense qu'avec les idées qui sont mises en avant, il y a des choses qui peuvent continuer de bouger. Alors, d'autant Monsieur plus que Duchesne, le oui, manguier est un fruit que j'adore. mais tant mieux, ça tombe bien.
Alors, Monsieur Ducharme, je ne sais pas si vous avez quelque chose peut-être à ajouter à cet aspect, mais surtout vous entendre aussi sur les suites de l'enquête finalement, sur les médecins formés à l'étranger. Quelles sont les suites? Déjà, est-ce qu'il y en aura une? Est-ce que s'il y en a une, est-ce qu'on aura une mise en évidence de l'analyse différenciée selon les sexes? Peut-être que ça a déjà été le cas dans la première. Puis, ouais, c'est ça. Où est-ce qu'on en est avec l'enquête au niveau de la Commission des droits de la personne? Mais c'est sûr que bon, dans les 10 années qui ont suivi le dévoilement de cette enquête-là, de ces conclusions, on a poursuivi le travail auprès des ordres professionnels. On a poursuivi, qui est en fait du Collège des médecins qui étaient concernés, mais aussi auprès des facultés de médecine. On a fait le travail aussi auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui est celui qui est en charge aussi de financer ou de voir au déploiement de l'offre de l'offre de place en résidence. Donc, il y a eu des progrès qui ont été faits dans les discussions qu'on a eues, évidemment. Le processus dans lequel on s'inscrivait aussi dans un contexte où il y avait un autre rapport qui avait été commandé par le ministère de la Santé, le fameux rapport Échavé sur la situation des médecins formés à l'étranger. Les enjeux qu'on amenait ont donné lieu à des recommandations qu'on a formulées, notamment de s'assurer que s'il y a des appréhensions de la part des facultés de médecine, d'abord et avant tout, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, des appréhensions sur la réussite, ça ne devrait pas être le cas. On ne devrait pas, à tout le moins s'il y en a, s'il y a des difficultés qui sont constatées avec les candidats qui sont formés à l'étranger, il faut les documenter, c'est ce qu'on disait. Et puis, à ce sujet-là, les facultés ne l'avaient pas fait en 2010 et puis on constate toujours qu'on est toujours sur des a priori qui sont peu documentés sur la réussite des candidats qui sont formés à l'étranger. Donc, on a toujours ce défi-là. Là-dessus, on travaille encore avec les facultés sur ces aspects-là. Je vous dirais, ça passe beaucoup par nos activités d'éducation et de coopération avec les organismes. Donc, plusieurs facultés, puis pas juste en médecine. Il y a d'autres ordres professionnels ou d'autres formations qui mènent à une pratique professionnelle qui étaient intéressées par les conclusions de l'enquête et qui ont demandé à ce qu'il y ait des formations dans leur faculté. Ça, c'est des choses qui aident et puis c'est des choses qui aident aussi à améliorer, je vous dirais, le processus d'admission ou à tout le moins à prendre conscience des biais qu'on peut avoir, qui sont très souvent inconscients par rapport à la valeur des candidatures des candidats à l'interne, mais de façon peut-être plus profitable aussi, que ça amène comme pratique dans les facultés. C'est l'idée aussi de revoir certains processus, puis de revoir l'accueil des candidats une fois, parce qu'il y en a aussi qui sont admis. Et puis, c'est parfois le parcours du combattant ou de la combattante se poursuit une fois admis. Les préjugés sont encore à l'œuvre. Donc, le fait de pouvoir former les gens justement à comment on gère tout simplement un stage, un contexte de stage ou un contexte de classe, un contexte de diversité, comment on fonctionne, puis comment on prend en considération les aspects qu'on a mentionnés précédemment là, dans notre entretien, c'est-à-dire tout l'aspect parcours migratoire, situation particulière des femmes qui essaient de faire valoir leurs compétences, leurs acquis professionnels dans un contexte où il y a déjà une charge qui est externe à ce processus-là, qu'elles ont à assumer. Comment les gens qui évaluent les compétences doivent prendre en considération tout cela, mais après, une fois ceux qui sont admis, celles qui sont admises, comment on intègre ça à la pratique aussi. Parce que pour ces aspects-là, c'est évident qu'il doit y avoir cette sensibilisation-là qui doit être faite. Et puis, c'est un travail. Le travail de suivi qu'on fait, il est dans ce sens-là. Maintenant, on invite effectivement, quand on parlait d'analyse différenciée selon le sexe, on invite les universités à en prendre considération. Pourtant, c'est un principe qui est appliqué dans plusieurs disciplines qui sont enseignées à l'université. Pourtant, quand vient le temps d'explorer les propres pratiques des universités, les propres pratiques d'admission,
on n'est pas encore tout à fait là. Donc ça, c'est un travail qu'on fait, qu'on suit. Mais malheureusement, pour le reste, on continue à suivre l'évolution de la situation. On a vu un certain nombre de progrès. Déjà, il y a des structures qui ont été mises en place, pas nécessairement par les universités, mais par le ministère de la Santé. Notamment, il y a un centre d'évaluation pour les diplômés internationaux en santé qui permet pour les candidats et candidates qui ont été rejetés par les facultés de médecine, de faire un stage de mise à niveau. Notre recommandation à nous, ce n'était pas que le stage arrive après un refus des facultés de médecine, mais qu'on puisse envisager, que les universités puissent envisager, comme on fait pour des candidats qui s'inscrivent dans une nouvelle formation, l'équivalent d'une propédeutique, une mise à niveau. L'obligation d'accommodement devrait être là. À partir du moment où on sent qu'il y a peut-être des lacunes ou des lacunes qui sont documentées, qui sont bien documentées, c'est ça la difficulté, c'est qu'on se retrouve souvent face à des évaluations qui sont subjectives, mais à partir du moment où on a des critères qui sont mesurables, qui sont neutres et qui nous permettent de juger des compétences, puis peut-être des défis à relever, là, c'est beaucoup plus facile de procéder à des ajustements et puis d'offrir quelque chose qui va permettre à ces candidats-là de suivre un programme de formation postdoctorale ou un programme de mise à niveau des compétences qui vont leur permettre d'accéder à la profession. Là, on n'est pas là du tout, mais avec le C10, au moins, il y a quand même la possibilité de revoir l'évaluation de certains candidats. Ce qu'on savait en 2010, c'est que le nombre de places est limité. Les facultés de médecine ont eu beaucoup de difficultés au tout début à accepter le verdict du C10. On se retrouvait face à des candidats dont on validait la compétence. Ces candidats-là recognaient à la porte des facultés de médecine et se voyaient refuser une seconde fois. À travers le temps, il y a quand même eu une discussion qui s'est faite entre le C10, entre les différents acteurs, mais encore une fois, l'idée de rassembler tous ces acteurs-là, que ce soit le Collège des médecins, le C10, le ministère de la Santé et les facultés de médecine, ils siègent sur plusieurs tables, mais quand vient le temps de parler de la situation des candidats qui sont formés à l'étranger et des candidates formées à l'étranger, on se rend compte que la discussion n'est pas aussi fluide que sur d'autres sujets. Donc là, on en appelle à un renforcement. Donc c'est là-dessus où la commission joue un rôle un peu de facilitateur pour la discussion, en même temps qu'elle appuie par des activités d'éducation, de coopération, le milieu universitaire, mais il y a encore beaucoup de défis à relever. Cette entrevue est d'emblée une pépite de par votre franc-parler, de par les principes que vous remettez en perspective, qu'on n'entend pas assez souvent dans la sphère de l'enseignement supérieur. Et je vous remercie beaucoup de mettre vraiment les mots sur les problèmes, sur les vrais problèmes en termes de reconnaissance des acquis. Alors, on s'en va tranquillement vers la fin et je constate qu'à cette avant-dernière question, on a déjà quand même pas mal répondu, à savoir qu'on comprend que vous avez nommé plusieurs points, en tout cas, qui pourraient favoriser l'amélioration donc des processus de reconnaissance des acquis, à savoir égalité homme-femme, la nécessité de former, donc la formation, l'autocritique, la remise en question finalement, plein de principes en fait. Et au-delà de ce qui vient d'être dit, comment est-ce qu'on peut, ou alors quels autres aspects on peut apporter finalement pour que les personnes immigrantes, et en particulier les femmes immigrantes, soient à l'abri des impacts systémiques occasionnés par la reconnaissance des acquis. Là, on vient de comprendre que l'autonomie est un des nerfs de la guerre quand on parle de reconnaissance des acquis en milieu universitaire. On a une réponse très claire qui est à la charte, rien n'est au-dessus. Faut-il encore que ces universités l'entendent? Mais au-delà de ça, y aurait-il d'autres moyens de limiter les impacts systémiques, vous pensez? Donc, oui, allez-y, M. Garipier, si vous voulez, et puis M. Ducharme, vraiment, c'est libre à vous. Bien,
certainement, l'université devrait s'inscrire plus franchement dans tout ce qui se développe à l'international ainsi qu'ici au Québec et au Canada, dans cette réflexion autour de la reconnaissance des diplômes, reconnaissance des acquis expérientiels. Il y a beaucoup de choses qui se développent sur le plan européen avec la Convention de Lisbonne maintenant qui est plus large, qui reconnaît toutes sortes de choses. Alors, il va falloir que l'esprit comme la lettre se transpose. Il va falloir que les universités s'inscrivent aussi dans tous ces cadres de qualité qui se développent, que ce soit le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada et son centre d'information sur les diplômes internationaux qui a développé un cadre d'assurance qualité et même un cadre de compétences pour une grille de compétences pour les personnes qui font de l'évaluation de diplôme. Alors, ce n'est pas seulement l'évaluation comparative là, que fait le ministère de l'Immigration. Les universités apprécient aussi des diplômes étrangers. Alors, ils pourraient s'inscrire plus résolument dans ce cadre d'assurance qualité et dans cette grille de compétences. Il y a aussi l'Association canadienne pour la reconnaissance des acquis qui a développé un cadre d'assurance qualité pour les mécanismes de reconnaissance des acquis expérientiels. Si on peut formellement adhérer à ces choses-là et s'inscrire dans la communauté, s'ouvrir et se dire que ce n'est pas parce qu'on est autonome que finalement on est autosuffisant. On peut avoir besoin de l'expertise des autres. Et il faut s'ancrer là-dedans. Et être ouvert à des expertises qui ne viennent pas, qui ne sont pas nécessairement générées par le milieu universitaire. Ce n'est pas l'autarcie, l'autonomie, ce n'est pas l'autosuffisance, ce n'est pas l'Albanie, l'université, l'Albanie d'une certaine époque. Là. Alors, tout ne vient pas de l'interne. Donc, il faut être perméable à ce qui se passe, à ce qui se développe et aux soucis que la société a là-dessus et aux besoins que la société a là-dessus et à la dignité des individus qui subissent ces choses-là. Alors, il faut accepter, avoir un peu plus d'humilité, accepter la critique et même se générer une autocritique. Et ce qui est étonnant, c'est que dans les universités, dans certains endroits, il y a de très belles expériences. J'ai vu dans une université que je ne nommerai pas et dans des départements que je ne nommerai pas, au sein d'une même faculté, 2 départements, un particulièrement avec le même cadre organisationnel, financier et tout, là, un département particulièrement ouvert, particulièrement dégourdi, sensible, qui adapte ses choses, et un autre département à côté complètement un peu aride, sec, et puis je me cache derrière un texte réglementaire dont je ne vois pas tout le potentiel pour finalement être fermé à beaucoup de choses. C'est un peu agaçant. Alors, il faut que les universités valorisent ces champions qu'ils ont déjà au sein de leur boîte. Je sais que l'Université de Montréal, étonnamment, je dois vous dire, est venue présenter il y a quelques années une nouvelle approche pour la reconnaissance des personnes réfugiées qui n'ont pas tous les papiers. Alors, ça m'a étonné parce que dans la hiérarchie, on dit tellement de choses, la hiérarchie plus politisée des universités, on dit plein de choses, on se cache derrière l'autonomie pour finalement paraître ne pas être perméable, alors qu'à l'intérieur, il y a des champions qui font ce travail un peu, mais ça demande à devenir une politique institutionnelle, une approche institutionnelle. Et je pense qu'on est à la veille d'un point de bascule. Il y a des nouveaux dirigeants dans les universités, il y a des nouvelles dynamiques, et je pense qu'on va être dans un point de bascule. Et si on mais si on approche les universités, c'est sûr que moi, j'ai certaines frustrations parce que ça fait une dizaine d'années, puis je me dis, mais voyons. Mais je suis prêt, moi, à accompagner les universités si elles le veulent bien. Et il faut trouver les bons interlocuteurs, les champions qui, au sein des universités, peuvent concilier autonomie et aussi être dans la bonne époque de la société qui l'environne et aussi de se recentrer sur une approche éthique, une approche équitable qui intègre bien les ambitions, par exemple, de la Charte des droits et libertés. Très bien. Peut-être que ce que je peux ajouter dans l'espoir qu'on peut avoir pour le futur, l'an dernier, le ministre de l'Éducation avait mandaté un groupe de travail pour réfléchir, en fait, un groupe de travail qui est mené par le scientifique en chef du Québec, M. Quirillon,
réfléchir sur l'Université québécoise du futur. Donc, M. Quirillon a remis un rapport préliminaire à l'automne dernier où les enjeux qui sont en lien avec la diversité, les enjeux d'accessibilité aux formations et la réussite éducative aussi sont posés dans le rapport. On sent qu'il y a une volonté aussi d'amener le propos, de faire des recommandations à la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur qui vont dans le sens des principes de la Charte, qui disent, on doit travailler en fonction de l'accès à l'égalité en emploi, on doit travailler en fonction de l'accessibilité aux formations, tenir compte aussi que l'université ne fonctionne pas en vase clos et puis qu'on n'est pas dans un contexte où l'université serait paramétrée selon des principes qui sont ceux de la majorité. Ce qu'on voit dans certaines directions d'université, on peut concevoir que les règles, les normes derrière lesquelles, ce que M. Gariepi disait, certains dirigeants peuvent se cacher, sont encore des paramètres qui sont pensés en fonction d'une majorité blanche, souvent masculine aussi, qui fait en sorte que ça rend difficile cette accessibilité aux formations universitaires, ça rend difficile pour une personne qui est en contexte de formation de se projeter vers son avenir professionnel. Il y a cette réflexion-là qui a été menée par le scientifique en chef du Québec avec une table de travail qui réunit des gens du milieu universitaire. On sent une certaine volonté de changer les choses. Effectivement, il y a de nouveaux dirigeants avec de nouvelles approches qu'on ne voyait pas il y a 5 ou 10 ans. Le message semble d'une certaine manière entrer. Il faut continuer à veiller au grain. Ça ne veut pas dire que c'est gagné d'avance, mais il y a quand même cet exercice-là qui, moi, je crois, nous devrions tous surveiller ce qui va se passer parce que les recommandations qui émaneront de ce groupe de travail-là serviront peut-être à un éventuel plan d'action pour les universités québécoises. Et tous les enjeux qui sont en lien avec la reconnaissance des acquis et des compétences professionnelles vont se poser dans ce cadre-là. L'accès aux formations, je pense que c'est à suivre et puis je pense que tous ceux qui sont intéressés par la question devraient se mobiliser autour de cette chose-là, au-delà des acteurs universitaires, parce que l'université touche tout le monde. C'est une institution importante dans le fonctionnement de toute société. La société québécoise n'y échappe pas et n'échappe pas non plus à la diversification de sa population. On n'est pas différent des autres provinces ou des autres sociétés au Canada. Merci. Absolument. Est-ce que vous auriez des recommandations peut-être à apporter, notamment M. Gariepi? Auriez-vous des suggestions pour Action Travail des femmes, pour qui la reconnaissance des acquis, ça reste quand même un de nos volets principaux d'intervention? Pensez-vous qu'il y aurait des aspects qui auraient pu être abordés tout au long de cette entrevue? Donc, je vous laisse tranquillement dire votre mot de fin à tous les deux, en commençant peut-être par M. Gariepi. On a pas mal fait le tour des dimensions techniques au fil des ans. On a regardé les processus, on les a décortiqués. Je pense un peu comme un véhicule, on a fait le tour de la mécanique. Puis là, il faut s'attarder au chauffeur. Et on sait comment construire une auto, puis on sait comment elle pourrait être plus efficace, moins énergivore. Bon, voilà. Là, il faut s'attarder au conducteur. C'est-à-dire les individus et les capacités de ces individus et de leur organisation à conduire ce véhicule-là. Donc, parce que je pense qu'il y a dans la culture individuelle, donc chez les individus comme dans la culture des organisations, deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est est-ce qu'on comprend bien les principes qui sont en présence? Premièrement, les principes techniques. Est-ce qu'on comprend bien ce qu'est la reconnaissance des qualifications, des acquis, des compétences? Est-ce qu'on comprend bien les principes de protection du public? Est-ce qu'on comprend bien le principe du droit à l'égalité, l'équité? Est-ce qu'on a une bonne compréhension de ces choses-là? Deuxième élément, il faut absolument que les individus comme les organisations, les institutions qui œuvrent dans ce secteur-là, qu'ils prennent conscience qu'ils ont peut-être, et dans bien des cas, c'est clair, on l'a observé,
une vision très locale, très centrée sur ce que l'on connaît. Et donc, ça amène un excès de confiance que ce qu'on fait est nécessairement la meilleure chose. Et donc, ce qui n'est pas de la même façon est nécessairement pas bon. Ou un raccourci intellectuel un peu plus paresseux qu'on a observé chez certains, c'est ce que je ne connais pas est nécessairement pas bon. Parce qu'on peut connaître, mais juger que ce n'est pas aussi bon que nous. Mais c'est pire quand on ne connaît pas et qu'on ne fait même pas l'effort de connaître. Alors, donc, c'est ces deux phénomènes-là, compréhension des principes et des dimensions. Puis, deuxièmement, la prise de conscience qu'on est peut-être affecté par une vision trop locale. Nous, on sait comment faire. On a toujours fait ça ici. J'ai même entendu un ministre répondre à la télévision de dire, ben au Québec, on fait ça de même. Du genre, la guillotine, ben, c'est de même, puis c'est pas toi qui vas nous dire comment faire. C'est à peu près ça, là. C'est un ministre, d'une certaine époque, là, alors, qui n'est plus en poste, là, parce que le gouvernement a changé. Mais voyez, ce langage codé, là, on décode finalement cette espèce d'impression de ce que je connais est bon est nécessairement meilleur ou supérieur. Alors, c'est ça qu'il faut sortir, qu'il faut prendre conscience pour sortir. Donc, il faut travailler sur les individus, leur cognition, leurs émotions, leur façon de penser, les biens conscients, mais aussi les organisations qui se sont développées des cultures fortes, encore plus si on les a mis en muraille par une autonomie exacerbée. Alors, travaillons là-dessus. Le reste, le mécanique, le technique devrait suivre. Parce que c'est ça qui entraîne tous les problèmes, les choix méthodologiques les plus faciles pour satisfaire notre vision, une application des choses qui laisse s'exprimer justement ces phénomènes de pas une meilleure compréhension des principes et des choses, et en plus de ça, une vision très locale où on sent qu'on est meilleur que les autres ne sont pas bons. Alors, tout ça imprègne tout le caractère technique, les procédures, les méthodologies et finalement les décisions et finalement les conséquences négatives. Alors, d'après moi, il faut travailler sur ça par une éducation plus costaude, quitte à forcer la main des gens pour s'ouvrir à certaines choses et changer ces cultures-là. Et si on ne change pas la culture, on a du conducteur, on a beau jouer dans la mécanique de l'auto, il va y avoir des accidents. J'ajouterais à ce sujet simplement vous dire que pour que la situation change favorablement, le changement de culture, il passe aussi par la reconnaissance que les universités ont aussi des obligations. Ça reste un service qui est public. C'est un service qui est offert à l'ensemble de la population et ça doit se faire sans discrimination. Il faut comprendre les principes qui sont à la base de notre société, les principes fondamentaux, les droits qu'on reconnaît à tous les citoyens du Québec, indépendamment là, de leurs caractéristiques. Et puis, on doit l'intégrer aux pratiques. Donc, le changement de mentalité qui doit s'opérer, je suis totalement d'accord avec M. Gariepi. On peut pas... on doit d'abord travailler à ce niveau-là et le technique, effectivement, va suivre. Les pratiques, les normes qu'on met en place, les politiques qu'on adopte au niveau universitaire peuvent changer en fonction de ces principes-là et ils doivent changer en fonction de ces principes-là. Mais le travail doit se faire à la base, le travail doit se faire, c'en est un travail d'éducation. Il doit se faire au niveau des universités. Il y a certainement un travail qui doit se faire aussi au niveau politique, au plus haut niveau, je vous dirais, pour rappeler ces grands principes-là à ceux qui sont nos décideurs à Québec, pour dire, ben voilà, on a ces principes-là qui existent et puis qui se placent au-dessus de certaines règles qu'on va adopter sur un plan local dans chaque université. On va adopter nos politiques, mais il y a des référents qui sont là, qui sont présents et dont on ne peut pas s'extraire, notamment les principes qui sont dans la Charte, le droit à l'égalité. Je tape sur le clou, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Et puis, effectivement, le travail peut se faire
autant au niveau des universités sur un plan peut-être plus terrain, travailler avec les décideurs des universités, les recteurs, les doyens, les responsables de programme. Il y a un travail qui doit être fait à ce niveau-là, mais au niveau politique, au niveau supérieur, sachant qu'effectivement, les universités bénéficient d'un financement public qui est quand même substantiel, ils se doivent de respecter les principes fondamentaux là, qui gèrent les relations entre les citoyens, entre les institutions et les citoyens au Québec. Et puis, à ce niveau-là, ben, il y a la charte et il y a il y a effectivement d'autres textes législatifs auxquels ils doivent se conformer. Ils ont des obligations à cet égard.